Bienvenue, chers auditeurs, dans l'édito avec Simon Rochelot. La semaine passée, Simon, on ne s'est pas parlé parce que Ouais. tu avais, des obligations. Donc, Oui. c'était partie remise pour cette semaine. Oui. Quand même avec un gros sujet aujourd'hui, Mmh. les forces armées canadiennes. Mmh. Bon, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent et des fois, c'est peut-être mieux comme ça. Parce que quand on regarde des sondages d'opinion, quand tu demandes aux Canadiens, ça a été encore publié l'autre fois sur le compte Twitter de Polling Canada qui fait les agrégats de sondages, autrement dit Canada 338. Ce qu'on voit, c'est quand tu demandes aux Canadiens, tu sais, êtes-vous fiers de, puis là, on met une série d'institutions, exemple, le système de justice canadien, les politiciens, les médias, etc. L'armée vient en tête de liste, là. Il y avait 16%, je pense, des gens à peine qui disaient qu'ils n'étaient pas fiers de l'armée canadienne. Évidemment, tu vas toujours avoir du monde qui va répondre non à une question. Non, Ils ont pas compris. Je veux dire, peu importe la question que tu poses, tu demanderas aux gens, êtes-vous pour ou contre qu'on trouve un remède contre le cancer? Des gens qui diraient non. Fait que mmh, mais c'est ça. néanmoins, tu sais, le taux d'approbation pour les forces armées canadiennes demeure encore très élevé, puis c'est le fun d'avoir au moins une de nos institutions pour lesquelles la population est encore derrière, tu sais. C'est ça. D'où l'intérêt de préserver cette institution-là et Mmh. de l'entretenir. Et là, ben, de plus en plus qu'on se rend compte, on le savait, là. Je veux dire, ce qui est sorti dans les dernières années, là, les uniformes non genrés, puis Ben oui. les militaires avec du vernis à ongles, puis ce genre de trucs-là. On savait que l'armée avait pris depuis Trudeau, bon, un problème de financement d'un, mais de deux, une espèce de virage idéologique aussi, plus ou moins, en tout cas, qui fait vraiment pas l'unanimité auprès des membres. Et là, ce qui ressort, et ça, c'est un truc qui ressort souvent, ça avait d'ailleurs été reproché à Trudeau par Donald Trump plus d'une Mmh. fois, c'est le fait que le Canada ne remplit pas ses engagements en tant que pays membre de l'OTAN. En fait, beaucoup de pays ne remplissent pas leur engagement, Exact. il faut le dire, là. Le Canada n'est pas à part là-dedans. Donc là, ben, justement, il y a une rencontre au sommet des différents dirigeants de l'OTAN. Et là, ben, on sent que l'armée canadienne est pointée. Ben, en fait, le Canada est pointé du doigt parce qu'on juge qu'à un moment donné, et c'est même un élu américain, je crois, qui a dit ça à Trudeau, c'est que, je vais vous le partager à l'écran, les États-Unis ne peuvent pas être l'armée de tous, dit un élu américain à Trudeau. Et là, ben ça a l'air que c'était vraiment un scandale quand c'est Trump qui disait ça. Là, ça fait juste faire un article dans le journal, là. Ça a l'air C'est qu'il ça. n'y a pas. Ça a l'air ça a l'air qu'il y a pas de problème, là, parce que, bon, il y a un collectif qui est signé avec 11 démocrates et quelques républicains et 2 indépendants qui dit que le Canada ne respecte pas ses engagements militaires pour faire partie de l'OTAN. Ça a soulevé ta réflexion, là, finalement. Ben oui, parce que je trouve qu'il y avait un parallèle à dresser avec ce dont tu as parlé la semaine dernière à Radio X. Comme quoi, justement, tu l'as abordé brièvement, l'enjeu que, bon, là, l'armée t'est rendue dans les patentes, là, des barbes longues, d'un cheveu de couleur, puis toutes sortes de patentes, là. Il y a comme un petit backtrack récemment, là. Mais je trouve que c'est intéressant de voir jusqu'à quel point que, tu sais, l'armée canadienne, comme on l'a dit, une institution encore très majoritairement respectée de la population, comment qu'eux autres aussi sont pas focus, dans le fond. Parce que dans ce texte-là, Ouais. le problème qui est soulevé, c'est que même si on atteignait le 2% de notre PIB investi dans nos forces armées, ben actuellement, puis on peut débattre là-dessus, là, mais actuellement, il y a une analyse qui peut se faire et qui peut tout à fait se défendre de dire que, ben, puis ça, je réfère à un autre texte là, ben, en fait, je me promène entre le texte que tu as montré et un autre texte là, décrit par Alec Castonguay il y a quelques jours, mais que dans le fond, l'armée n'est même pas capable de dépenser tous les budgets qui y sont alloués présentement. Ben, pourquoi? Il y a deux principales raisons. Il y a une raison d'abord qu'on a bien de la misère à gérer les approvisionnements, c'est-à-dire qu'il y a des contrats militaires qui ont été passés sur Stephen Harper, par exemple, qui ne sont même pas encore menés jusqu'au bout finalement, parce qu'on est juste comme pas capable de gérer l'approvisionnement, puis la livraison, puis de mener à bien ces contrats-là. Là, tu dis, bon, tu sais, puis l'armée, c'est sûr que, tu sais, On le voit dans bon, le graphique là, ouais, qui apparaît à l'écran en ce moment, là. Donc, pour ceux qui sont en audio, je décris un peu ce que les autres voient, là. Euh, on a les autorisations, dans le fond, de dépenses qui sont en gris et mhm, elles sont toujours supérieures à ce qui est en rouge juste à côté, qui sont les dépenses réelles. Donc, exact. moi, j'aimerais ça qu'ils donnent le recette au reste du gouvernement quand même, là, parce Oui, que ça serait le fun que ce soit appliqué ailleurs, cette affaire-là, qu'on dépense moins que les dépenses autorisées.
Mais bon, ça semble être une réalité là, dans l'armée canadienne. Et ça, bon, ben, ça influence là, ben, en fait, ça influence les, euh, les capacités de l'armée à répondre à ses besoins. Et j'imagine que le deuxième truc, c'est ça ici là, dont tu voulais notamment parler. Là. Ouais, ben c'est ça. Puis j'aurais peut-être juste conclure sur le premier point, c'est de dire que, tu sais, puis l'armée, on s'entend, tu sais, c'est pas juste. Tu as des gens, c'est pas tous des gens avec des MBA, bien entendu, mais tu as des diplômes, tu as des gens qui ont des études supérieures, tu sais, si vous avez déjà regardé ça. Moi, c'est ce que j'avais déjà fait, puis j'ai même déjà conseillé d'aller vers des carrières dans l'armée, tu sais, sans être un Une fantassin, quoi que ce soit. carrière d'officier, finalement. Carrière d'officier, tu sais, diplômé et tout et tout. Bon, ça, c'est quelque chose qui existe pour les juristes. Je le sais pour avoir déjà regardé ça, mais je suis à peu près certain que ça doit exister également plus des rôles justement de gestion d'approvisionnement, de dépenses, etc. Tu sais, c'est pas le gars qui a commencé comme fantassin puis qui nécessairement devrait être en charge qui se ramasse en charge de ça. Fait que là, tu te dis, bon, ce problème-là est quand même curieux. Mais je pense que plus important encore, c'est ça qui est soulevé dans les différents articles, puis c'est pas limité au Canada, là, on y reviendra peut-être, mais si on se concentre sur le cas canadien, c'est qu'on n'est pas capable de bonifier nos effectifs. Actuellement, il y a comme un écart d'environ 16 de ce que ça devrait être quoi l'effectif militaire canadien versus ce que c'est actuellement. On a des gros enjeux majeurs de recrutement. Fait que, tu sais, souvent, j'ai déjà dit, c'est pas en pitchant de l'argent au problème qu'on va le régler. Je veux dire quand même qu'on doublerait le budget de l'armée canadienne demain matin. On n'aura pas nos problèmes de recrutement ne se régleront pas automatiquement s'il n'y a personne qui se présente dans une caserne ou quoi que ce soit, dans les bureaux pour s'enrôler. Finalement, là, ça ne fonctionnera pas plus. Là. Puis ça, c'est quand même problématique aussi. Puis c'est problématique dans un contexte que, oui, à l'égard de nos engagements envers nos alliés et tout, bon, également aussi, c'est nos soucis là, quand on passe des contrats, etc., comment ça se fait qu'on n'est pas capable de les mener jusqu'au bout, là. Mais encore plus que ça, c'est que ça peut avoir un effet à Washington. C'est ça qui ressort un peu des articles qu'on a mis à l'écran. C'est que finalement, c'est qu'on risque de se ramasser isolé. Parce que finalement, bon, à force de dropper à la balle, les États-Unis, justement, sont un petit peu tannés. C'est un message de tough love qu'ils nous ont fait en réalité, de dire, ben, on vous aime bien le Canada, qui aime bien Châtillon. Quelque part, on était dû pour un rappel à l'ordre. Mais là, si on n'est pas capable de livrer à un moment donné, s'il y a une nouvelle négociation de traités commerciaux, etc., et ça qu'on voit dans les articles, c'est que là, tu as des gens du milieu d'affaires canadien qui commencent à s'inquiéter. Puis c'est pas juste un fantasme de dire, ah là, on va se ramasser isolé et tout. C'est déjà arrivé. Je ne suis pas un expert comme le prof Caron, mais voyez-vous, il y a eu une alliance, la AUKUS. Ça, c'est Australie, UK, États-Unis. Ça, c'est pour contrer l'expansionnisme chinois dans l'Indo-Pacifique. Ben, le Canada a quand même une grosse côte sur le Pacifique. On n'est pas là-dedans. C'est quand même curieux. Là. C'est quand même des pays quand même avec des liens économiques très forts, des liens culturels très forts. UK, Australie, Canada, il y a des liens historiques là, qu'on connaît tous. Puis évidemment, avec les États-Unis. On n'a juste pas été là-dedans, mais c'est parce qu'on n'est plus vu. On nous sommes plus vus comme un joueur, malheureusement. T'sais. Fait que là, ça peut avoir des effets pas juste au niveau de nos forces armées, mais également au niveau de notre économie éventuellement. Puis c'est facile de dire, ouais, de toute façon, nous autres, on est contre la guerre ici, puis nanana, mais oui, mais c'est parce rappelez-vous, ce que l'armée fait, ça va bien au-delà là, parce que j'ai vu ça dans les commentaires, ces articles de Radio-Can, c'est-à-dire, ah, ben là, on ne veut pas faire les guerres des États-Unis. Oui, mais arrêtez, c'est beaucoup plus que ça. Rappelez-vous, pendant la pandémie, ce qui est venu dans les CHSLD, ben, c'est les forces canadiennes. Mais à un moment donné, quand il y a des inondations, c'est qui vient mettre des sacs de sable? C'est les forces canadiennes, des choses comme ça. Ben, à un moment donné, si on arrive à un point qu'on a un déficit d'effectifs tel que même ces missions primaires-là sont difficiles, on a du mal à les remplir, là, on va avoir un sérieux problème. Puis c'est parce que c'est des problèmes qui, ça prend du temps à se développer, puis ça en prend probablement encore plus à régler. Fait que, il est temps de s'adresser de s'y adresser de manière sérieuse. Là. Puis, rappelez-vous, il y a quelques semaines, il y avait eu l'épisode des Russes qui avaient envoyé des sous-marins dans le coin de Cuba en nous disant que c'était une opération totalement normale dans le cadre de la collaboration entre la Russie et Cuba sur le point de vue militaire. Et le Canada a voulu se bomber le torse en envoyant un navire militaire dans ce coin-là se promener. Et c'est. Je veux dire, les images qu'on a vues, c'est pas. C'est pas de quoi qui, d'après moi, ça fait pas peur à personne. Là, ce qu'on voit en gros, là, c'est l'équipage du sous-marin nucléaire russe observe le passage du navire SCM Margaret Brooke alors qu'il entre dans la baie de la Havane à Cuba. T'sais, on voit même de loin de même, là, on voit les coulisses de rouille sur le bateau. Ouais, puis tu sais. Et puis semble-t-il, le pire dans tout ça, c'est que j'ai entendu dire que ce bateau-là serait pas si vieux que ça. Genre, il est quasiment neuf. Là.
Ça Ouais. veut dire que même, tu sais, ça fait pas rêver, là, on va se le dire. Puis, tu sais, moi, je suis pas du tout dans une logique de, ah, il faut qu'on ait une grosse armée pour avoir de l'air puissant, puis, tu sais, le genre de voisin gonflable militaire. Non, non. Mais ça reste que le Canada, que ça nous plaise ou pas, est le deuxième plus grand pays du monde. Il est artificiellement protégé par des océans et le climat, mais ça reste quand même que ces frontières-là, tu dois être capable de les protéger. On est chanceux. Au sud, on a un allié historique qui a une force de frappe militaire des plus dissuasives. Mais ça reste que quand même, on a par le Nord des enjeux. L'enjeu de Ben la oui. sécurité du Nord, c'en est un. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est pas de triper sur la guerre, c'est pas d'être dans le militaro-masculinisme ou je sais pas quoi. Là. Ça doit être un mot qui est inventé, ça, Ouais, là, par ouais, les temps ouais. qui courent. Mais à un moment donné, je veux dire, c'est quand même important. Et ils le savent. Ils le savent. Quand tu regardes un peu, ça avait été publié il y a Mhm. quelques mois. Les forces armées canadiennes vont accroître leur présence dans l'Arctique. Et là, on avait Trudeau avec le ministère de la Défense qui nous annonçait le programme Notre Nord fort et libre. Une vision renouvelée pour la défense du Canada qui prévoit près de 73 milliards d'investissements pour les 20 prochaines années. Mais oui, Ah, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a notre souveraineté dans le Nord, elle est contestée, tu sais, notamment par la Russie. À tort ou à raison, probablement à tort, ou en tout cas possiblement à tort, mais n'empêche, c'est que si on veut s'assurer, puis je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir une guerre avec la Russie pour le Nord canadien, c'est pas ça, mais il faut être capable de montrer qu'on a une certaine présence là, puis qu'on est capable de, qu'on est capable d'être là puis d'occuper le territoire, bon, autant que possible, on s'entend, ça reste le grand Nord, mais qu'on est capable de se faire, qu'on est capable d'être là, tu sais. Puis là, c'est pas certain, finalement. ben, On ne peut pas miser sur les Américains indéfiniment non plus, parce que même eux, même s'ils sont nos alliés, ben, eux autres aussi, ils convoitent nos ressources, veut pas. Fait que c'est un petit peu awkward de toujours s'appuyer sur quelqu'un qui a ses propres intérêts et parfois même des intérêts qui divergent avec les nôtres. C'est chez nous, on devrait être capable d'assurer une présence minimale, là, puis actuellement, ben, c'est loin d'être certain. Puis je pense aussi aux gens, parce que justement, l'exemple de la marine, c'est vraiment le plus intéressant parce qu'on dit sur Radio-Canada qu'il manque 1000 marins. C'est quand même beaucoup, ça, là, qu'il manque 1000 marins actuellement. C'est beaucoup, là, parce qu'il manque à peu près 16 000 personnes. Ce qu'on dit dans l'ensemble des Forces armées canadiennes, dont 1000 marins. Tu dis, bon, déjà, pour opérer des bateaux et tout, ça prend du monde. C'est pas facile. Là. Fait que tu dis, bon, puis je pense aussi aux gens, puis notre manque d'effectifs, puis notre déficit d'entretien sur plusieurs équipements à plusieurs égards, ben, je trouve ça c'est mauvais pour le moral des troupes aussi, pour les gens qui sont déjà dans l'armée actuellement. Tu sais, il y a eu des histoires par le passé, nos hélicoptères Hercule qui s'écrasaient. Bon, ça, je pense que ça a été réglé depuis. Là. Je ne me rappelle plus exactement s'ils ont été remplacés ou quoi, là, mais bon, en tout cas, on n'a pas entendu parler plus récemment. Mais je veux dire, au-delà du danger, c'est déjà un métier risqué être militaire. Mais là, si tu dis si le danger vient de s'il y a du danger qui vient de ton propre équipement, tu es pris dans un accident, mais je ne pensais même pas à ça. Moi, je pense à ceux qui sont pas qui se ramassent pas dans ces accidents-là, mais qui sont les effectifs des forces qui voient ça, qui entendent ça, ouais, il y a tel équipement qui a fait défaut, il y a eu tant de soldats blessés, tués, etc. C'est pas optimal. Là. si c'était pas les hélicoptères Griffon. Ah, c'est Euh, peut-être les Griffons, ouais. Hercule, je pense que c'est les avions, ça. Je ne suis pas Oui, un oui, spécialiste oui. des trucs militaires, là, mais je suis en train de vérifier. Là. Ils ont dit que les hélicoptères de l'aviation royale canadienne, c'est le CH-146 Griffon. Ouais, Donc, les il y a Hercules, je peut-être. pense que c'est des gros avions, les gros Ouais, porteurs. Là, c'est ouais. ça. Ben, Ouais. là, corrigez-nous dans les commentaires si Ouais. on est mêlé dans les trucs militaires. Là, évidemment, c'est pas spécialiste de tous les numéros puis de tous les modèles, là, mais on comprend l'idée. Et là, en plus, ben, tu sais, comment je dirais ça? C'est que dans la vie, il y a deux choses. Il y a les idéaux et les principes, et il y a la real politique. Il y a la réalité. Je comprends très bien que des gens puissent être des pacifiques. Je comprends très bien que pour une certaine gauche progressiste, social-démocrate, il ne faudrait pas qu'il y ait d'armée, défendre de police et tout ça. Ça, c'est la vie idéale. Mais dans la vie réelle, si tu adoptes ces politiques-là, ça fait comme le Tibet avec la Chine. Tu te fais manger tout rond. Là. Le pacifisme, là, ça amène aussi à la soumission, puis au fait que que tu puisses être conquis, ou en tout cas que tu te rends, tu te rends finalement disposé à ce que les autres puissances autour de toi puissent abuser de toi.
Donc, évidemment, le Canada, c'est pas un pays enclavé de l'Europe de l'Est avec des pays musulmans hostiles, frontaliers et autres. Là. Non, non. On est chanceux, mais ça, Oui. mon point, c'est qu'on est géographiquement chanceux Mhm. dans toute notre affaire. Un peu comme le Japon, un peu comme l'Australie. Tu as plusieurs pays qui ont une chance d'être un peu isolés géographiquement, ou en tout cas, ils sont pas à la merci de l'envahisseur Mhm. potentiel autant que d'autres peuvent l'être. Non, exact. Et ça, c'est une chance à saisir. Ça peut peut-être dire qu'on peut mettre moins d'argent que les autres dans des trucs militaires, mais quand même, ça prend à un moment donné un minimum. Je veux dire, c'est comme tout le monde souhaiterait tout le monde souhaiterait que tout le monde soit en santé, que les maladies n'existent pas et qu'il n'y ait pas d'hôpitaux. Mais ça c'est un monde idyllique et superficiel et fantasmagorique. Dans la vie réelle, tu dois prévoir que les gens vont être malades, vont se casser des jambes. C'est un peu la même chose avec les opérations militaires. On ne voudrait pas qu'il y en ait. On voudrait que on vive dans un monde pacifique. Mais dans les dernières années, je veux dire, les Canadiens ont quand même été appelés à aller en Bosnie, ont quand même été appelés à aller à Chypre. Il y a eu plusieurs Et plus opérations récemment, je pense militaires. que le groupe DART qui a été envoyé, je crois que c'était au Sri Lanka il y a plusieurs années, quelque chose comme ça, mais plus récemment quand même. Donc, il y a tout ça, tu sais. Puis Ouais, au-delà de. Afghanistan, évidemment. Ben oui, évidemment, évidemment. Puis au-delà de ce que tu viens de mentionner, qui est tout à fait exact, c'est qu'il y a également l'enjeu de qu'est-ce que la parole du Canada, qu'est-ce que ça vaut la parole du Canada? Le Canada prend des engagements internationaux, d'augmenter ses effectifs, ses dépenses par rapport à son PIB. On contribue là, à l'effort de guerre ukrainien, on envoie du matériel, etc. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est ça aussi qui était soulevé là, par certains qui commentaient dans les textes de Radio-Canada, c'est que finalement, c'est ça aussi, c'est que tu dis, c'est ça qui peut. Si on n'est pas capable de respecter nos engagements militaires, ben là, s'il y a d'autres traités, par exemple, commerciaux ou autres à renouveler, notamment avec les États-Unis, ben là, nos partenaires sont moins enclins à prêter foi à la valeur de notre signature, finalement. Fait que ça va plus loin que simplement l'enjeu militaire. Puis comme tu l'as dit aussi, parce qu'on ne vit pas uniquement dans un monde de licorne, ben, actuellement, bon, on a envoyé du matériel canadien à l'Ukraine, bon, qu'on soit d'accord ou pas, là, n'est pas l'enjeu. On a envoyé du matériel, puis on n'est pas le seul pays occidental à le faire, là, mais quand même. Mais là, ce que tu dis, c'est parce que déjà que nos équipements, notre inventaire militaire, il est au-delà des effectifs, qui demeure quand même l'enjeu le plus important, mais au-delà de ça, déjà, nos équipements ne sont peut-être pas à des niveaux comme ils devraient l'être, nos réserves. Ben là, si par malheur, il devait arriver quelque chose, puis qu'on s'est déjà dégarni du peu qu'on avait, ben là, il faudrait peut-être penser à, si tu veux la paix, prépare la guerre. Là, je vais m'en faire un Bernard Landry de moi-même, là, si vis pacem parabellum. Là, c'est ça la phrase. Là. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ben, c'est ça, je ne suis pas certain qu'on. Je crois certainement qu'on veut la paix, mais on n'est certainement pas en train de se préparer en cas d'une éventuelle guerre actuellement. Là. Puis ça, c'est pas responsable. Là. Non, c'est ça. Et moi, ce que je trouve Dans un monde hypocrite. aussi incertain que ce qui l'est actuellement. Là. Et moi, ce que je trouve hypocrite là, dans tout ça, c'est que d'un côté, le gouvernement fédéral nous dit wow, oui, c'est important, il faut s'en occuper de l'armée. Il annonce des espèces de plans avec tout le temps des montants mirobolants. D'ici 20 ans, on va avoir mis des milliards, tout ça. Mais quand tu regardes, il y a ce qui. Comme disait un de mes anciens profs d'université, quand tu lis un auteur, tu peux regarder ce qu'il dit, mais Mhm. aussi regarder ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait dans son propos? Comment il articule ses arguments? Ben, le gouvernement, on peut regarder ce qu'il dit, mais on peut regarder ce qu'il fait aussi. Et ce qu'il fait, c'est, il y avait un budget pas plus tard qu'il y a quelques mois dans lequel Ouais. on nous apprenait que le gouvernement canadien est en train de couper 1 milliard dans la défense nationale. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'était tout le monde qui avait analysé le budget. C'est dans Global News, donc un média, je veux dire, qui n'est pas un média alternatif Non, là, non. sur lequel on ne peut pas se fier là, pour Non, répondre certainement. aux. Donc, c'est ça qu'on nous disait, que le chef de l'armée canadienne avait été informé par le comité de la défense nationale qu'il allait avoir une coupe de 1 milliard de dollars dans le budget annuel de la défense nationale, ce qui signifiait un impact important pour son département. Et là, et ça se fait, juste dire aux gens, ça se fait alors qu'on crée des espèces de programmes un peu weirdo où on remplace des toilettes
meurtres traditionnels par des genres de trucs non binaires sans genre dans des institutions. On distribue des. Tu sais, je pense que c'est beaucoup ça qui choque les gens. Puis je sais qu'il y a des militaires. Je sais de source sûre qu'il y a des militaires qui nous écoutent parce qu'il y en a dans nos auditeurs. Et ces gens-là sont fiers de ce qu'ils font dans la vie. Ben Ils oui. sont fiers d'avoir été pour défendre des gens qui se faisaient maltraiter dans des pays. Tu sais, j'en ai dans ma famille, j'en connais des gens, puis ça fait partie de leur fierté là, dans la vie. Là. Un jour, pendant que tout le monde était assis sur le sofa, eux, ils ont pris leur combat puis leur fusil, puis sont partis pour le meilleur et pour le pire, aider des gens. C'est comme ça qu'ils l'ont vécu et c'est comme ça qu'ils le voient. J'ai des gens que je connais qui ont fait l'Afghanistan. J'ai des gens que je connais qui ont fait la Bosnie. J'ai des gens que je connais qui ont fait d'autres missions. J'ai même quelqu'un que je connais qui me disait qu'il allait être déployé, ou peut-être il l'est à ce moment, parce qu'il me dit ça il y a quand même un certain temps, en Angleterre, parce que l'armée britannique, avec les Canadiens, formait des soldats ukrainiens. Mhm. Donc, il y a des. Et ces gens-là sont fiers de ça. Ça ne fait pas leurs affaires quand ils voient Ben dans non. les médias qu'on crée toutes sortes de programmes débiles qui viennent souvent dédoubler des programmes provinciaux qui existent déjà. L'exemple classique serait l'assurance dentaire. Il y a des assurances dentaires dans des Mm. provinces, il y a des assurances médicaments dans des provinces. Plein de provinces ont annoncé qu'ils voulaient opting out de ces programmes-là, se Mhm. sortir de ces programmes-là en disant ouais, mais on en a déjà. On a déjà des assurances. Pourquoi vous créez ces trucs-là? On n'en a pas besoin. Au lieu de mettre ces choses-là dans les fonctions régaliennes du gouvernement fédéral, c'est-à-dire les missions de base du gouvernement fédéral qui sont battre monnaie, assurer la défense nationale, le système de justice pour sa partie, etc. Non, non, ils sont rendus à jouer dans les dents des gens. Oui, oui. Je pense que c'est une réflexion, ça va au-delà de l'armée, ça va sur les missions fondamentales de l'État fédéral. Et que vous soyez fédéraliste ou souverainiste, dites-vous bien dans votre tête que dans un Québec indépendant, il devrait avoir des forces armées aussi. Là. Ben On oui, pourra pas. absolument. Je ne sais pas si vous y pensez, là, mais si vous vous séparez du reste du Canada, fiez-vous pas sur eux après pour jouer à l'armée gratis. Là. Vous allez devoir avoir vos propres forces armées aussi. Donc, c'est une réflexion importante à avoir. C'est quoi qui est raisonnable? Quelle quantité? C'est quoi le militaire, le matériel qui est approprié? Dans les mains de qui on, euh, on, euh, on remet ça? Et comme tu l'as bien rappelé, ça, je pense que c'est un élément crucial. On s'est rendu compte, même pendant la pandémie, à quel point c'était nécessaire d'avoir une structure militaire organisée avec de la Ben verticalité oui. qui, dans un moment de chaos, là, où tout le monde a comme des poules pas de tête, là, ben finalement, on appelle l'armée parce qu'eux, ils ont une structure verticale, ils ont une chaîne de commandement, sont capables de faire avancer des trucs rapidement parce que les gens répondent à des commandements clairs, puis il y a une structure. Finalement, ils sont rentrés, j'en connais des personnes là, qui l'ont fait là, pour l'armée. Rentrer d'un CHSLD et dire Mhm. OK, tassez-vous, là, maintenant, c'est nous autres qui est en charge. Là. Ben oui, absolument, absolument. Puis tu sais, là, tu as bien exposé, tu sais, comment que les gens, les membres actuels des forces peuvent se sentir quand ils voient toutes sortes d'aberrations venant du gouvernement ou qui passent dans les médias, etc. Mais tu sais, on parle du problème de recrutement. Imagine-toi pour monsieur, madame, tout le monde qui pourrait être considéré, ou en tout cas qui pourrait plutôt considérer se joindre aux forces armées. C'est pas un incitatif, cela, au recrutement, là. Ces histoires-là non plus. Là. Tu sais, quand l'image des forces, c'est comme un peu négligé de cette façon-là. Puis d'ailleurs, tu sais, les problèmes de recrutement, je pense, c'est multifactoriel. Ouais. Je ne prétends pas avoir la réponse à ça. Puis comme je le disais, c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni. J'essayais de réfléchir à comme c'est quoi qui pourrait être à l'origine de ça. Puis c'est parce qu'en quelque part, puis ça va peut-être être controversé, mais ces dernières années, on a vécu beaucoup de choses. Bien évidemment, il y a eu la pandémie, mais même avant, puis un après aussi. Je ne sais pas jusqu'à quel point que j'ai envie de poser la question à nos auditeurs. Il y en a combien actuellement qui auraient vraiment envie d'aller mourir pour le Canada, avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qui se passe, un pays où c'est que c'est difficile de te loger décemment, c'est pas achetable, que bon, si tu ne fais pas partie d'un groupe ultra minoritaire, c'est quand même. Puis je prétends pas l'avoir difficile en tant qu'homme blanc, là, pas du tout. Là, mais par ailleurs, je ne sens pas quelqu'un de mon groupe d'âge, de mon niveau de revenu, de ce que je suis. Je sais que les gouvernements s'en sacent un petit peu de moi. Là, fait que c'est comme
ça serait quoi mon incitatif à aller mourir pour le pays? Parce que c'est ça, ultimement, c'est pas ça qu'on souhaite, c'est pas ça que personne souhaite. Mais tu sais, worst case scenario, ben ça se peut, en tant que militaire, que tu es à aller défendre ta patrie puis à mourir au combat, tu sais. Il y en a combien actuellement qui auraient envie de faire ça, là? Ben Ben, honnêtement, là. ben, ça pose en même temps ce que tu dis là, la question du modèle multiculturel canadien, qui, au bout du compte, on dit, ben, dans le fond, ça veut dire quoi être Canadien? Mhm. Est-ce que le Canada, c'est un peuple ou une composition de deux peuples comme on le pensait, les Franco, les Anglo, les Canadiens français, les Anglais? Est-ce que c'est ça le Canada ou c'est maintenant devenu une espèce d'amalgame de tribus où il y a, bon, oui, des anglophones, oui, des francophones, mais essentiellement, bon, il y a il y a un village gaulois plus des diasporas exilés de leur pays d'origine qui vivent sur le territoire. Parce que s'il n'y a pas d'identité commune, s'il n'y a pas de vision commune et de sentiment d'appartenance, comme tu peux le voir aux États-Unis, là, où tu arrives devant des Mhm. maisons, puis les gens, bon, techniquement, leurs parents sont nés dans un autre pays, mais il y a un drapeau américain sur la bâtisse. Ben ici, tu sais, il n'y a pas de. Le Canada n'est pas un pays où il y a un fort patriotisme. Non. La seule place où justement ça s'observe un peu, c'est dans les forces armées où les gens tu sais, vont arborer sur leurs vêtements le drapeau, puis où ils vont être tu sais, fiers d'avoir servi dans tel régiment. Parce qu'il y a, tu sais, il y a un certain prestige relié à ça, l'histoire de la Deuxième Guerre, etc., l'impact des Canadiens dans le débarquement de Normandie et autres. Là. Mais est-ce que dans un pays post-national, comme le disait Ouais, Justin Trudeau, absolument. comment tu fais pour mobiliser des gens pour aller se battre Ben non, voilà. ou pour servir dans quelque chose quand finalement tu lui dis ben, ton pays, en fait, c'est rien qu'un un truc sur un bout de papier, ça n'existe pas vraiment un Canadien. Il y a juste des Sikhs vivant au Canada, des Canadiens français vivant au Canada, des Autochtones vivant au Canada. À un moment donné, je pense que c'est un peu ça, là, la raison à ce que tu disais, pourquoi les gens ne veulent pas s'enrôler, puis qui est prêt à aller mourir pour le Canada. Ben, si tu sais même pas pourquoi tu vas te battre, pourquoi tu irais? Tu sais? Ben oui, puis c'est parce qu'aussi, tu sais, notamment, notre armée est là notamment pour défendre notre souveraineté, mais également notre liberté. Tu sais, c'est pour ça qu'on a fait Ben les deux oui. guerres mondiales, puis bon, participation du Canada dans plein de conflits. Parce qu'on a vécu ces dernières années, tu sais, nos élites politiques qui méprisent la liberté, puis nos commentateurs, puis nos chroniqueurs qui sont liberté. Ben, tu t'enrôlerais dans l'armée pour défendre quelle valeur exactement, finalement, tu sais, c'est... Ben oui, et malheureusement, tout ce qui est décrié en ce moment dans la société comme étant toxique, là, toxique Mhm. étant le nouveau mot, là, Ouais, absolument. représente, quand tu te le figures, un peu l'image de ce que tu t'attends un militaire d'être. Tu sais, c'est-à-dire quelqu'un qui valorise une structure verticale, quelqu'un qui a des valeurs traditionnelles, quelqu'un qui est prêt dans une situation donnée, parce que la situation l'implique, de faire usage d'une certaine violence légitime. C'est ça, être un militaire. Mhm. Autrement dit, là, quand tu es dans une société qui passe son temps à rabâcher des niaiseries sur le masculinisme toxique, Non. les hommes qui sont problématiques, ouais, mais malheureusement pour vous, là, le jour où vous allez vous faire attaquer, ce sont des hommes toxiques qui vont aller se battre pour vous sauver le derrière. Mhm. C'est plate, là, je le sais que c'est plate. Vous aimeriez ça avoir des hommes déconstruits, que Ouais. quand ils parlent, il y a des pétales de rose qui leur sortent de la bouche. Là. Mais ça, c'est votre monde imaginaire. Non, Dans le c'est pas. monde réel, là, ce sont des masculinistes toxiques qui vont aller se battre sur le front. Là. Tu sais, ce matin, vous avez passé dans le Patreon l'espèce de congrès des partis de gauche, le gars qui broyait quasiment au micro parce qu'il disait pour désigner la foule, il ne faut pas employer des termes genrés. Là. Écoute, c'est pas des gars de même qui vont aller défendre, qui vont aller vous défendre. Là. Oubliez ça. Ah non, c'est sûr que c'est pas des gars de même. Là. Bref, Ah non, sujet. j'ai dit des gars, maudite affaire, il fallait pas que je dise Non, ça. fallait pas que tu te dises. C'est des individus, Des individus. des personnes. Oui. Écoute, on va passer à la partie Patreon. Ouais. Quand même revenir sur un texte de Émilie Nicolas, tiens, Ouais. tant qu'à parler de Mhm. tant qu'à parler de cette mouvance-là. Donc, Ouais. peut-être juste mettre la table brièvement, puis on s'y rend de ce pas, chers auditeurs. Oui, ben c'est ça. Il y a quelques jours, elle a publié un texte intitulé Sommes-nous prêts? Ça rappelle un slogan de Jean Charest à une autre époque, mais ça n'a rien à voir. En fait, c'est que
Elle, dans le fond, c'est qu'elle fait part de ses préoccupations. C'est drôle parce qu'elle reprend, je pense pas que ce soit volontaire ni conscient, mais elle parle de la bulle d'Ottawa. On repart. Nous, on parle souvent du Dôme du Québec. Elle va parler de la bulle de la politique canadienne, de la bulle d'Ottawa, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Puis je trouvais que ça valait la peine peut-être de présenter l'autre côté de la médaille, finalement. Là. Parfait. Donc, on y va. Joignez-vous à nous sur le Patreon. Ouais.